Le soleil parisien du matin filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre d'Emma Robert, illuminant doucement l'espace luxueux qu'elle appelait sa maison. La jeune femme de 23 ans ouvre lentement les yeux, sentant le poids familier de l'insatisfaction qui s'est accumulé dans sa poitrine depuis des mois. Elle se leva du grand lit, ses pieds nus touchant le sol de marbre froid, et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'elle avait aimée autrefois, mais qui semblait maintenant l'étouffer. Emma poussa un profond soupir et passa ses doigts dans ses cheveux blonds parfaitement soignés. Un autre jour, une autre farce, se dit-elle en se préparant à affronter le monde qui l'oppresse tant. Née dans l'une des familles les plus riches et les plus influentes de France, la famille Robert, Emma était l'héritière d'un empire viticole qui s'étendait sur plusieurs générations. Depuis son enfance, elle avait été élevée pour prendre en charge l'entreprise familiale, éduquée dans les meilleures écoles et présentée à la haute société parisienne comme le joyau de la couronne des Robert. Alors qu'elle revêtait une élégante robe de créateur, Emma repensait aux événements de la veille. Une autre fête extravagante, plus de faux sourires, plus de discussions sur le vin et les affaires. Elle entendait clairement les voix qui l'adulaient dans son esprit. « Emma, ma chérie, tu es superbe ce soir. Les Robert savent vraiment comment organiser une fête, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous étiez sur le point d'acquérir un autre vignoble en Bourgogne. » Fascinant. Chaque mot, chaque geste, tout semblait calculé, mesuré, faux. Emma savait que ce n'était pas elle qui intéressait ces gens, mais le nom qu'elle portait, la fortune qu'elle représentait, les relations qu'elle pouvait nouer. En descendant les escaliers de marbre de l'hôtel Robert, Emma est accueillie par Gisèle, la gouvernante qui s'occupe d'elle depuis son enfance. « Bonjour, mademoiselle Emma. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse. Tes parents sont déjà partis pour une réunion d'affaires. » Emma se force à sourire. « Merci, Gisèle. Comme toujours, n'est-ce pas ?» La gouvernante hésite un instant, remarquant la tristesse dans les yeux de la jeune femme. « Tout va bien, mademoiselle ? » « Oui, oui, » répond Emma rapidement. Juste, fatiguée. Sur la terrasse, tout en grignotant distraitement un croissant, Emma feuillette les pages d'un magazine mondain. Son visage était en couverture, à côté d'un jeune homme d'affaires avec qui elle avait bavardé lors du dernier gala de charité. Le titre spéculait sur une possible histoire d'amour. Emma jeta le magazine, prise d'une vague de nausée. Cet homme, comme tant d'autres, ne l'avait abordé que par intérêt. Tout au long de la conversation, il n'avait parlé que de fusion d'entreprises et de la façon dont un partenariat entre leurs familles pourrait être mutuellement bénéfique. À ce moment-là, en regardant la ville qui s'étendait au-delà des murs de la propriété de Robert, Emma sentit quelque chose se briser en elle. La prise de conscience qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi la frappait avec la force d'un tsunami. « Je n'en peux plus », se dit-elle en chuchotant, les larmes aux yeux. Cet après-midi-là, enfermée dans sa chambre, Emma commença à préparer sa fuite. Elle savait que ce serait difficile, voire impossible, mais l'idée de continuer à vivre cette vie vide et superficielle était encore plus effrayante. Les mains tremblantes, elle ouvre son ordinateur portable et commence à faire des recherches. Des pays lointains, des petites villes, des endroits où personne ne connaîtrait le nom de Robert. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'une chance de découvrir qui elle était vraiment, loin des attentes et des jugements de la haute société parisienne. Alors qu'elle planifiait son départ, Emma entendit frapper doucement à la porte. C'était sa mère, Célestine Robert. « Emma, ma chérie, je peux entrer ?» Fermant rapidement son ordinateur portable, Emma répond « Bien sûr, maman. » Célestine entra, toujours aussi élégante dans son tailleur Chanel. Elle regarde sa fille avec un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. « Emma, tu as disparu de la fête hier soir. » Le jeune Beaumont demandait. « C'est un bon parti, vous savez. Sa famille a de merveilleuses relations dans le monde des affaires. » Emma sent son estomac se retourner. « Maman, je t'en prie. Je ne suis pas intéressée par Beaumont ni par aucun autre beau parti, » soupire Célestine en s'asseyant sur le bord du lit. Célestine soupire et s'assoit sur le bord du lit. « Chérie, il faut que tu comprennes. Nous avons une position à tenir, des attentes à satisfaire. C'est ainsi que fonctionne notre monde. Et si je ne veux plus faire partie de ce monde, demande Emma, presque à voix basse. Sa mère la regarda comme si elle avait dit quelque chose de complètement absurde.
Ne sois pas ridicule, Emma. C'est ton monde. C'est ce que tu es. À ce moment-là, Emma sut que sa décision était prise. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, enfermée dans une cage dorée, étouffée par les attentes et les mensonges. Ce soir-là, après que tous les habitants du manoir se soient retirés, Emma mit son plan à exécution. Avec une petite valise ne contenant que l'essentiel et une modeste somme d'argent, elle laissa derrière elle tout ce qu'elle connaissait. Debout sur le seuil de sa chambre, jetant un dernier regard sur l'espace qui lui avait servi de refuge pendant tant d'années, Emma ressentait un mélange de peur et d'excitation. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. « Au revoir, Emma Robert », se dit-elle à voix basse en refermant doucement la porte derrière elle. « Il est temps de découvrir qui je suis vraiment. » C'est ainsi que, sous le couvert de la nuit parisienne, Emma Robert a disparu, laissant derrière elle une vie de luxe et de privilèges, à la recherche de ce que l'argent ne peut pas acheter, l'authenticité et les vraies relations. Le bus est légèrement secoué à l'entrée de la petite ville de Nerja, sur la côte sud de l'Espagne. Emma, devenue Sophie Lambert, ouvre les yeux, sortant d'un sommeil léger et agité. Elle regarda par la fenêtre, observant les rues étroites et les maisons blanches typiques de la région. Un mélange d'anxiété et de soulagement l'envahit, elle est loin de Paris, loin de son ancienne vie. Dernier arrêt, Nerja, annonce le chauffeur en espagnol. Sophie prend son sac à dos cabossé, le seul bagage qu'elle ait emporté de sa vie antérieure, et descend du bus. La chaleur du sud de l'Espagne l'enveloppe immédiatement, si différente du climat doux de Paris. Elle respire profondément, sent la mer et quelque chose qu'elle n'arrive pas à identifier. La liberté, peut-être ? Une carte froissée à la main, Sophie erre dans les rues à la recherche de l'adresse qu'elle a notée. Après quelques minutes de marche, elle arrive devant un petit immeuble de 3 étages. Au 3e étage, une dame aux cheveux gris et au visage ridé l'attend. « Vous devez être Sophie », dit la dame en espagnol avec un fort accent andalou. « Je suis Dolores, votre propriétaire. » Sophie acquiesce, essayant de se souvenir de l'espagnol qu'elle a appris à la hâte au cours des dernières semaines. « Oui, c'est moi. Merci de me recevoir, Madame Dolores. » L'appartement est minuscule par rapport à ce à quoi Emma est habituée. Un petit salon qui fait également office de chambre, une cuisine exiguë et une simple salle de bain. Mais pour Sophie, c'était parfait. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et il y a une belle vue sur la mer, dit Dolores en ouvrant les rideaux défraîchis. Sophie sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. C'est merveilleux. Dans les jours qui suivent, Sophie se lance à corps perdu dans sa nouvelle vie. Elle se lève tôt, se promène sur la plage, puis part à la recherche d'un emploi. C'est au cours d'une de ces promenades qu'il tombe sur El Rincón del Sol, un petit restaurant en bord de mer. Une expérience, demande Javier, le patron du restaurant, un homme d'âge mûr à la moustache imposante. Sophie hésite. Pas grand-chose, admet-elle. Mais j'apprends vite et je suis prête à travailler dur. Javier l'observe un moment, se grattant le menton. Nous avons besoin d'aide pour la saison d'été. Tu peux commencer demain comme serveuse. Nous verrons comment tu t'en sors. Le travail est épuisant. Sophie, habituée à être servie, passe désormais des heures debout, à équilibrer des plateaux, à prendre des commandes et à traiter avec des clients exigeants. Ses mains, autrefois douces et soignées, ont désormais des callosités. Mais, étonnamment, elle se sentait bien. Un soir, après le travail, alors qu'elle débarrassait les tables, Sophie entendit Javier parler à sa femme, Carmen. La Française se débrouille bien, dit Javier. Elle travaille dur. Carmen acquiesce. Oui, mais il y a quelque chose chez elle, on dirait qu'elle fuit quelque chose. Sophie se figea, son cœur s'emballa. L'avait-il découvert ? Nous avons tous un passé, ma chère, répondit Javier. L'important, c'est qu'elle soit une bonne employée. Sophie pousse un soupir de soulagement et poursuit son travail. Cette conversation lui a fait prendre conscience du chemin parcouru depuis son ancienne vie. Dans son petit appartement, Sophie commence à se créer une nouvelle routine. Le matin, elle se prépare du café dans une vieille cafetière qu'elle a achetée dans un magasin d'occasion. Le soir, elle s'assoit sur le petit balcon et regarde le soleil se coucher sur la Méditerranée. Un jour, alors qu'elle fait ses courses au marché local,
Sophie se surprend à sourire en marchant dans le prix des tomates avec une vendeuse. C'est une chose qu'elle n'aurait jamais faite dans sa vie antérieure. 3 pour 2 €, mademoiselle. C'est ma dernière offre, dit la vendeuse avec un sourire malicieux. Sophie rit. D'accord, tu as gagné. À ce moment-là, en portant son sac à provisions dans les rues pavées, Sophie a réalisé que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Il n'y avait pas d'attente à satisfaire, pas d'image à maintenir. Il n'y avait qu'elle, vivant une vie simple mais authentique. Le soir, allongée dans son lit simple, Sophie regarde le plafond écaillé et sourit. Paris, avec tout son glamour et son luxe, semblait être un rêve lointain. Ici, dans cette petite ville espagnole, elle commence enfin à se trouver. Les bas sont pleins à Nerja et El Rincón del Sol est en pleine effervescence. Sophie, désormais serveuse expérimentée, navigue habilement entre les tables, équilibrant les assiettes et les verres avec une grâce qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. C'est au cours d'un après-midi particulièrement chargé qu'elle rencontre Miguel. Ce jeune Espagnol aux cheveux noirs et au sourire facile avait été engagé pour aider à la cuisine pendant la haute saison. « Bonjour, je suis Miguel », se présente-t-il pendant une pause en tendant sa main couverte de farine. « Tu dois être la Française dont tout le monde parle. » Sophie rit et lui serre la main. « C'est moi. Sophie. J'espère que tu parles bien. » Miguel sourit. « Que des bonnes choses, je vous le promets. On dit que tu travailles comme si ta vie en dépendait. » Sophie plaisante, mais il y a un soupçon de vérité dans ses paroles. Au cours des jours suivants, Sophie et Miguel ont commencé à se lier d'amitié. Pendant les pauses, ils discutent de tout et de rien. Miguel lui a parlé de sa famille, de son rêve d'ouvrir un jour son propre restaurant. Sophie, quant à elle, partageait des versions éditées de sa vie, toujours avec le souci de ne pas trop en dévoiler. Un soir, après le travail, Miguel l'invitait à rejoindre un groupe d'amis sur la plage. Sophie hésite d'abord, mais finit par accepter. Sur le sable, sous les étoiles, Sophie s'est retrouvée entourée d'un groupe animé. Il y avait Elena, une enseignante locale, Juan, un pêcheur au sourire contagieux, et Maria, une artiste de rue aux cheveux colorés. « Alors, Sophie, dit Elena en lui tendant une bouteille de bière bon marché, qu'est-ce qui t'a amené dans notre petite Nerja ?» Sophie sent sa poitrine se serrer comme à l'accoutumée, avec la peur d'être découverte. Mais en regardant ces visages souriants, si différents des masques sociaux qu'elle avait connus à Paris, elle décida de risquer une version de la vérité. « J'avais besoin d'un nouveau départ, dit-elle, la voix presque chuchotée, Paris m'étouffait. Je ne savais pas qui j'étais là-bas. » À sa grande surprise, les yeux de ses nouveaux amis ne portaient aucun jugement. Juste de la compréhension et peut-être un peu d'admiration. « Il faut parfois avoir le courage de recommencer, dit Juan en levant sa bouteille. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, tout le monde a fait écho, et Sophie a ressenti une vague d'émotions qu'elle n'a pas pu nommer. Les semaines se sont transformées en mois, et Sophie s'est de plus en plus intégrée à la vie à Nerja. Ses matinées commençaient par des courses sur la plage avec Elena. Les après-midi étaient consacrés au travail au restaurant, désormais ponctués de rires et de conversations avec Miguel et les autres membres du personnel. Les soirées, autrefois solitaires, se terminaient souvent par des dîners improvisés dans le petit appartement de Sophie, où ses amis se réunissaient, apportant des plats faits maison et du vin bon marché. C'est au cours de l'un de ces dîners que Sophie a réalisé à quel point sa vie avait changé. Assise sur le sol de son petit appartement, riant d'une blague de Miguel pendant que Maria jouait de la guitare, elle ressentait un bonheur pur et simple qu'elle n'avait jamais connu à Paris. Bien sûr, il y a des difficultés. Son salaire de serveuse couvre à peine ses dépenses et Sophie se retrouve souvent à compter les centimes à la fin du mois. Certains soirs, elle pleurait en silence, regrettant le confort de son ancienne vie. Mais il arrivait que Miguel se présente sur le pas de sa porte avec un plat de paella préparé par sa mère, ou qu'Elena l'entraîne dans une promenade au marché aux puces locales, et Sophie se souvenait de la raison pour laquelle elle avait choisi cette vie. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur la plage après le travail, Miguel demanda « Sophie, es-tu heureuse ici ? Sophie, es-tu heureuse ici ?» Elle s'est arrêtée, regardant la mer. Pendant un instant, elle a pensé à Paris, au dîner luxueux, aux vêtements de marque, au compte en banque illimité. Puis elle a regardé Miguel,
la petite ville qu'elle appelait maintenant sa maison, et elle a souri. Oui, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux, pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureuse. Miguel lui sourit en retour et lui prend la main. À ce moment-là, les pieds dans le sable et le soleil se couchant à l'horizon, Sophie a su qu'elle avait trouvé quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter, l'authenticité et les vraies relations. L'automne est arrivé à Nerja, apportant avec lui des vents plus frais et des journées plus courtes. Pour Sophie, ou plutôt Emma, les 6 derniers mois ont été un voyage de découverte de soi et de croissance. Sa relation avec Miguel s'était épanouie, passant d'une amitié étroite à quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Par une nuit étoilée, alors qu'elle se promenait main dans la main sur la plage après son travail au restaurant, Emma a senti le poids du secret qu'elle portait. En regardant Miguel, avec ses yeux bienveillants et son sourire sincère, elle prit une décision, il était temps de lui dire la vérité. « Miguel, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos de moi, à propos de qui je suis vraiment. » Miguel s'arrête et se tourne vers elle, l'air inquiet. « Qu'y a-t-il, Sophie ? Tu sais que tu peux tout me dire. » Emma prit une profonde inspiration, se préparant à tout révéler, son vrai nom, sa famille, la fortune qu'elle avait laissée derrière elle. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer les mots, un cri retentit sur la plage. « Au secours ! Que quelqu'un appelle une ambulance !» Instinctivement, Miguel et Emma courent vers le bruit. Sur le sable, ils trouvèrent Elena penchée sur une silhouette immobile, Juan le pêcheur. Il est pâle et respire difficilement. « Il s'est évanoui », explique Elena, paniquée, nous parlions et soudain. Les minutes qui suivent ne sont qu'une succession d'actions. Miguel appelle l'ambulance tandis qu'Emma, se souvenant des cours de premier secours qu'elle a suivis à Paris, tente d'aider Juan. Lorsque les ambulanciers sont arrivés et ont transporté Juan à l'hôpital, la révélation d'Emma a été oubliée. Dans les jours qui ont suivi, la petite communauté d'amis s'est rassemblée autour de Juan et de sa famille. Le diagnostic n'était pas bon, il aurait besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse et d'une longue période de convalescence. Pour une famille de pêcheurs, ce fut un coup dur. Emma est déchirée. Elle avait les moyens de l'aider, de couvrir tous les frais médicaux de Juan et de s'assurer que sa famille irait bien. Mais cela signifierait exposer son secret, non seulement à Miguel, mais à tout le monde. Alors qu'elle se débattait avec ce dilemme, un autre événement inattendu est venu bouleverser sa nouvelle vie. Un matin, en arrivant à El Rincón del Sol, elle trouve Javier, le propriétaire, assis à la table, l'air sombre. « Sophie, Miguel, asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix fatiguée. « J'ai de mauvaises nouvelles. Le restaurant connaît des difficultés financières. La saison estivale n'a pas été aussi rentable que prévu, avec l'arrivée de l'automne et la baisse du tourisme, Javier ne sait pas s'il pourra maintenir l'établissement ouvert. Je ferai de mon mieux pour ne licencier personne, promet-il, mais les choses vont se corser dans les mois à venir. » Emma sentit le monde qu'elle avait si soigneusement construit commencer à s'effondrer. Juan à l'hôpital, le restaurant en danger et son secret pesant de plus en plus lourd sur sa conscience. Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Emma pleura. Pour la première fois depuis son départ de Paris, elle se laisse aller à ressentir l'ampleur de sa décision. Elle aurait pu résoudre tous ses problèmes par un simple coup de fil, en ayant accès à son compte en banque. Mais cela aurait signifié perdre tout ce qu'elle avait accompli, la vie qu'elle avait construite, la personne qu'elle était devenue. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était Michael. « Sophie, » dit-il en entrant et en s'asseyant à côté d'elle. « Je sais que quelque chose te tracasse. Tu étais sur le point de me dire quelque chose sur la plage avant que tout cela n'arrive. » Emma le regarda, le cœur battant. C'était le moment. Elle pouvait tout dire, révéler qui elle était vraiment. Ou bien garder le secret, rester Sophie, la serveuse française que tout le monde connaissait et aimait. « Miguel, je... » commença-t-elle, mais elle fut à nouveau interrompue. Le téléphone de Miguel a sonné. Il décroche et son expression passe de l'inquiétude au choc. « Qu'est-ce que c'est ? Maintenant ? » « Oui, nous sommes en route. » Il raccroche et se tourne vers Emma, l'urgence dans les yeux.
C'est Rohan. Il y a eu des complications. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Ainsi, une fois de plus, la vérité d'Emma était en suspens alors qu'elle et Miguel se précipitaient pour faire face à une nouvelle crise. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'événements pour Emma. El Rincón del Sol, autrefois dynamique et plein de vie, n'était plus que l'ombre de lui-même. Javier luttait quotidiennement pour garder les portes ouvertes, jonglant avec les factures et réduisant les heures d'ouverture. Un après-midi, alors qu'elle débarrassait les tables vides, Emma a surpris une conversation entre Javier et sa femme, Carmen. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Javier, chuchote Carmen, la voix brisée. Il est peut-être temps d'accepter que nous devons fermer. » Javier soupire lourdement. « Ce restaurant est notre rêve, Carmen. L'héritage que nous voulions laisser à nos enfants. Je ne peux pas y renoncer si facilement. » Emma sentit une boule dans sa gorge. Le restaurant n'était pas seulement un travail pour elle, c'était le cœur de sa nouvelle vie, l'endroit où elle s'était fait des amis, où elle avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, la situation de Rohan à l'hôpital s'est stabilisée, mais la famille doit faire face à une montagne de dettes médicales. La communauté s'est mobilisée pour apporter son aide, en organisant des événements caritatifs et en collectant des fonds, mais c'était loin d'être suffisant. C'est dans ce contexte d'incertitude que l'impensable s'est produit. Un soir de pluie, Emma reçoit un appel téléphonique qui lui glace le sang. Sophie. C'est Elena. Miguel a eu un accident de moto. Il est à l'hôpital. Le monde d'Emma s'écroule. Courant dans les rues glissantes de Nerja, elle arrive à l'hôpital, haletante et trempée. Miguel est aux urgences, inconscient et souffrant de multiples blessures. Le médecin, l'air grave, explique la situation, il faut l'opérer d'urgence. Il y a des lésions internes qui doivent être traitées immédiatement. Nous ferons l'opération, bien sûr, dit Emma sans hésiter. Le médecin échangea un regard avec Elena. Mademoiselle, je comprends votre inquiétude, mais il s'agit d'une opération complexe et coûteuse. Coûteuse. L'assurance de Miguel ne couvre pas entièrement ? La réalité frappa Emma comme un coup de poing. Elle avait les moyens de sauver Miguel, de sauver le restaurant, d'aider Rohan et sa famille. Mais pour cela, elle devait dévoiler son secret, révéler qu'elle n'était pas celle que tout le monde croyait. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, Emma est confrontée au plus grand dilemme de sa vie. D'un côté, le secret qu'elle avait gardé pendant des mois, la nouvelle identité qu'elle s'était construite, la peur de perdre les liens authentiques qu'elle avait noués. De l'autre, la vie des gens qu'elle aimait, des gens qui l'avaient accueillie sans poser de questions, qui l'avaient traitée avec une authentique gentillesse. Assise à la table de la cuisine, Emma décroche son téléphone. Les doigts tremblants, elle compose un numéro qu'elle n'a pas utilisé depuis des mois. « Allô ? Papa, dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. À l'autre bout du fil, il y eut un moment de silence choqué, suivi de la voix émue de son père. « Emma ? Mon Dieu, c'est bien toi. Nous étions si inquiets. » Les larmes commencent à couler sur le visage d'Emma. « Papa, j'ai besoin de ton aide. Pas pour moi, mais pour des gens qui sont devenus très importants pour moi. » En expliquant la situation, sans donner de détails sur sa nouvelle vie, Emma a ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Son père, après le choc initial, a accepté de l'aider en transférant les fonds nécessaires sur un compte auquel Emma pouvait accéder. Avec l'argent en route, Emma savait qu'elle pouvait résoudre les problèmes financiers de ses amis. Mais une question encore plus difficile se pose à elle, comment expliquer ce soudain changement de fortune sans révéler sa véritable identité ? En regardant par la fenêtre les lumières de la petite ville qu'elle avait appris à aimer, Emma prit une décision. Elle allait aider Miguel, sauver le restaurant et aider Rohan. Mais pour cela, elle devait dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Le cœur lourd mais déterminé, Emma se prépara à affronter le lendemain, sachant que rien ne serait plus pareil une fois la vérité révélée. Le matin suivant sa décision de révéler la vérité, Emma se réveilla lorsqu'on frappa fermement à sa porte. Encore somnolente, elle l'ouvrit pour y trouver deux hommes en costume, à l'expression sérieuse. « Mademoiselle Sophie Lambert » demande le plus grand des deux en exhibant un badge. « Nous sommes de la police espagnole. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Le cœur d'Emma s'emballa.
Elle les invita à entrer, essayant de garder son calme alors que son esprit s'emballait. Le coup de téléphone qu'elle avait passé à son père la veille avait-il déclenché tout cela? Mademoiselle Lambert, commença le petit policier en consultant un bloc-notes, ou devrais-je dire Mademoiselle Robert? Emma sentit son sang se glacer dans ses veines. Il savait. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous seriez impliqué dans des activités suspectes, poursuit l'officier de police. Votre disparition soudaine de France, votre changement d'identité. Cela soulève beaucoup de questions. Je peux vous expliquer, balbutie Emma, mais elle est interrompue. Mademoiselle, nous enquêtons sur des liens possibles avec le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Votre famille en France a engagé des détectives privés qui sont remontés jusqu'à vous, ce qui a attiré notre attention. L'ironie de la situation n'échappa pas à Emma. Elle avait fui pour échapper à la fausseté de sa vie antérieure, pour être ensuite soupçonnée de crimes qu'elle n'avait jamais commis. S'il vous plaît, messieurs, dit-elle en reprenant courage, il s'agit d'un malentendu. Je suis venue en Espagne pour prendre un nouveau départ, pour trouver une vie plus authentique. Les policiers échangent des regards sceptiques. Mademoiselle Robert, nous vous demandons de nous accompagner au poste de police pour plus d'explications. À ce moment-là, on frappe à nouveau à la porte. C'était Miguel, pâle et le bras dans le plâtre, accompagné d'Elena et de Ravière. Sophie, que se passe-t-il? Demanda Miguel en regardant les policiers d'un air confus. Emma sent les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas la façon dont elle avait prévu de révéler la vérité, mais elle n'avait plus le choix. Miguel, vous tous. Je suis vraiment désolée. Mon vrai nom est Emma Robert. Je viens de France, d'une famille aisée, mais... Elle nous a alors tout raconté, la voix tremblante mais ferme. Elle a parlé de sa vie vide à Paris, de sa décision de fuir, de son désir de trouver de vraies relations. Au fur et à mesure qu'il parlait, il voyait les visages de ses amis passer de la confusion au choc, puis, étonnamment, à la compréhension. « Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Elena avec douceur. « J'avais peur, avoue Emma. J'avais peur de perdre ce que j'ai construit ici, les vraies amitiés que je n'ai jamais eues auparavant. » Les policiers écoutent attentivement, leurs expressions s'adoucissent peu à peu. « Mademoiselle Robert, » dit le plus grand policier après un moment de silence, « nous comprenons votre situation, mais nous devons encore vérifier certaines informations. Pour l'instant, vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous vous demandons de rester dans la ville jusqu'à ce que nous ayons tout clarifié. » Emma acquiesça, reconnaissante de ne pas être emmenée immédiatement. Après le départ des policiers, elle affronta les regards de ses amis, craignant ce qu'elle allait découvrir. À sa grande surprise, elle ne vit ni colère ni trahison, mais seulement de l'inquiétude et un soupçon de curiosité. « Alors, commença Ravière en se grattant la tête, vous êtes une millionnaire française qui s'est enfuie pour travailler comme serveuse dans un restaurant espagnol ?» Emma ne peut s'empêcher de rire nerveusement, en gros, oui. Miguel s'approcha d'elle et lui prit la main. « Sophie. Emma. Peu importe ton nom. Tu es la même personne que celle dont nous sommes tombés amoureux. La personne qui travaillait dur, qui se souciait de nous, qui faisait partie de notre famille. » Les mots de Miguel ouvrirent les vannes et Emma se mit à pleurer, un mélange de soulagement et de gratitude inondant son être. « Mais maintenant, » a ajouté Elena avec un sourire malicieux, « tu vas devoir nous raconter toutes les histoires de la haute société française. » Tandis que ses amis l'entouraient de câlins et de mots de soutien, Emma réalisa que, malgré les difficultés qu'elle allait encore rencontrer dans le cadre de l'enquête policière, elle avait enfin trouvé son véritable foyer. Une maison construite non pas avec du luxe et des privilèges, mais avec de l'amitié, de la compréhension et un amour inconditionnel. Le soleil de l'après-midi brillait sur El Rincón del Sol lorsque deux voitures de police se sont arrêtées devant le restaurant. Emma, qui servait une table, sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Les policiers entrèrent, le regard fixé sur elle. « Mademoiselle Emma Robert » annonça l'inspecteur en chef, sa voix résonnant dans le restaurant désormais silencieux. « Vous êtes retenu pour être interrogé. » Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent fait se retourner tout le monde. Miguel avait laissé tomber un plateau, son visage était un masque de choc et de confusion. « Emma ? De quoi parle-t-il, Sophie ?
Emma ferma les yeux un instant, reprenant courage. Lorsqu'elle les ouvrit, elle vit tous les visages tournés vers elle, des clients curieux, des collègues confus et ses amis les plus proches, Miguel, Javier, Elena, qui attendaient tous une explication. « Je suis désolée », commence-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Mon vrai nom est Emma Robert. Je viens de France, d'une famille riche et influente. Mais j'ai fui cette vie, à la recherche de quelque chose de réel, de vrai. » Un murmure parcourt le restaurant. Emma poursuit, les mots jaillissent comme un barrage qui vient de se rompre. Tout ce que j'ai vécu ici, toutes les amitiés, tout le travail, c'était réel. Je voulais juste avoir une chance d'être moi-même, sans le poids du nom Robert. L'inspecteur s'avance. Mademoiselle Robert, nous soupçonnons des activités illégales liées à votre évasion et à votre changement d'identité. Nous devons vous emmener pour clarifier la situation. À ce moment-là, Miguel se place entre Emma et les policiers. Il s'est alors placé entre Emma et les policiers. Attendez un peu. Quel genre de soupçon? Sophie. Je veux dire, Emma, elle n'a été qu'honnête et travailleuse depuis qu'elle est arrivée ici. Javier le rejoint. C'est vrai. C'est l'une des meilleures employées que j'ai jamais eues. S'il y a un malentendu, nous pouvons sûrement le dissiper ici même. L'inspecteur hésite, ne s'attendant manifestement pas à cette réaction. Les principales préoccupations concernent une éventuelle fraude fiscale et l'utilisation d'une fausse identité. Emma s'est avancée. Je peux tout expliquer. Il n'y a pas eu de fraude fiscale, j'ai simplement cessé d'utiliser ma fortune. Quant à l'identité, je reconnais avoir utilisé un faux nom, mais c'était par peur, pas par méchanceté. Elena, qui était restée silencieuse jusque-là, prend la parole. Inspecteur, je connais Amé. Sophie depuis des mois. Elle a participé à l'organisation d'événements caritatifs, a fait des heures supplémentaires sans se plaindre et est devenue un élément essentiel de notre communauté. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Le restaurant, autrefois silencieux, bourdonnait maintenant de voix de soutien. Les clients habituels, les autres employés, et même le vieux pêcheur Juan, qui venait d'entrer, prenaient la défense d'Emma. L'inspecteur, visiblement mal à l'aise, consulte un instant ses collègues. Finalement, il se tourne vers Emma. Mademoiselle Robert, étant donné les circonstances, nous n'allons pas vous mettre en détention maintenant. Mais vous devrez vous présenter demain au poste de police avec tous les documents nécessaires. Et il vous est interdit de quitter la ville jusqu'à ce que nous ayons résolu cette situation. Emma acquiesce, avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Lorsque la police est partie, elle s'est retrouvée entourée de ses amis et de ses collègues de travail. Miguel est le premier à prendre la parole. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt ?» Les larmes aux yeux, Emma répondit, « J'avais peur. Peur de perdre tout cela, de te perdre. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose de vrai, de quelque chose que j'avais construit moi-même. » Javier pose une main sur son épaule. « Je ne vais pas faire semblant de ne pas être choqué. Mais tu as prouvé ta valeur ici, pas avec un nom ou de l'argent, mais avec ton travail et ton cœur. Demain, dit fermement Elena, nous irons tous avec toi au commissariat. Nous te ferons comprendre que ta place est ici, à Nerja, avec nous. » Emma regarda autour d'elle les visages qui étaient devenus sa famille. Il y avait de la confusion, oui, peut-être même un peu de souffrance. Mais surtout, il y avait du soutien et de l'amour. « Merci, » murmure-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je te promets qu'à partir de maintenant, il n'y aura que la vérité entre nous. » Alors que le soleil se couche sur Nerja, Emma sait que les prochains jours seront difficiles. Il y aurait des explications à donner, des documents à présenter et peut-être même une bataille juridique à mener. Mais pour la première fois depuis qu'elle a fui Paris, elle ne se sent pas seule. Avec ses vrais amis à ses côtés, Emma était prête à se battre pour sa place dans ce petit coin de paradis qu'elle appelait désormais son chez-soi.